Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live qui est organisé dans le cadre des Mastercamps que j'organise avec l'IEX, École de communication à Bruxelles, avec laquelle voilà, je travaille depuis une dizaine d'années maintenant. L'occasion d'ailleurs d'accueillir tous les étudiants de master en publicité et marketing de l'IEX avec lesquels on travaille toute cette semaine-ci et avec lesquels voilà, on vous propose ces rencontres. On en aura toute une série tout au long de la semaine, 2 par jour, avec une série d'invités dont François et Jonathan qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Voilà, c'est l'occasion aussi pour nous de répondre à toute une série de questions, de pouvoir aussi parler d'innovation, d'entrepreneuriat, puisque c'est ça la thématique sur laquelle on travaille pendant toute cette semaine-ci, en collaboration avec NetExplo, qui est un observatoire indépendant de l'innovation, qui est basé à Paris, qui travaille notamment avec l'UNESCO. C'est tout un réseau d'écoles et d'universités à travers le monde, dont Stanford, dont toute une série d'universités et d'autres écoles qui sont voilà, assez renommées, avec lesquelles on spot des innovations chaque année. Et le terme même d'innovation est sujet à discussion, à interprétation. Chacun a forcément des définitions un peu différentes de c'est quoi l'innovation en 2021, en 2022, puisqu'on essaye chaque fois de se retrouver sur une année scolaire, une année académique. Et on essaie de prendre aussi des référents communs sur une innovation qui a moins d'un an et qui apporte des vraies nouveautés d'usage. Et c'est entre autres à ça qu'on va essayer de s'attarder toute cette semaine-ci. Les étudiants qui sont en remote avec nous travaillent là-dessus, ils font du spotting d'innovation et ces sessions de spotting sont entrecoupées de rencontres. Et la première rencontre a lieu ce matin avec François et avec Jonathan. Vous en aurez d'autres, il y en aura d'autres tout au long de la semaine. Ils vont vous raconter un peu ce qu'ils font, d'où ils viennent, c'est quoi leur parcours, c'est quoi aussi leur vision des enjeux qui sont à l'œuvre aujourd'hui, notamment avec le numérique, notamment dans un monde post-Covid. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Évidemment, on est sur Twitch, on va vraiment essayer de faire en sorte que tout le monde puisse voilà, poser vos questions, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour les relayer. On est là avec un œil sur le chat. John va vous raconter un peu d'où il vient et ce qu'il fait. Twitch, c'est un peu beaucoup de ta vie pour l'instant, John. Peut-être en quelques mots, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, de quel point de vue tu te places aujourd'hui? Je viens donc de Bruxelles. Blague à part, j'ai fait à peu près 15 ans en marketing digital. D'abord en agence, puis dans une boîte privée, entre guillemets. Et là, depuis 3-4 ans, je suis à fond sur Twitch, que j'ai découvert. Donc je suis complètement passionné et j'en ai fait mon métier depuis à peu près 1 an. Okay. Où je fais de la stratégie et de la consultance sur Twitch pour des tas de clients. Okay. On aura l'occasion d'en reparler. Tu nous expliqueras un peu les cases sur lesquelles tu as pu travailler. François, toi, tu as un autre parcours. Oui, tout à fait. Tu viens aussi du monde des médias, de la communication. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais. Moi, à la base, je suis un journaliste. J'ai travaillé 15 ans dans le journalisme, à la RTBF d'abord, principalement sur le web et en sport. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses, que ce soit sur le football ou la Formule 1. Et puis, à partir de 2012, j'ai switché, je suis passé à RTL, où là, j'ai fait de nouveau du sport, la Champions League, l'Europa League en commentaire. Également de l'info, beaucoup, journal télévisé. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion de m'essayer à la réalisation d'émissions de divertissement, genre L'amour est dans le pré, Belgium Got Talent, 60 secondes chrono, où j'ai fait effectivement assistant réal, assistant de prod, j'ai fait du casting aussi. Du journalisme, c'est-à-dire vraiment poser les questions aux différentes personnes. Et voilà, et tout ça en ayant baigné aussi dans le digital, parce que je n'ai jamais été très loin du web. Et j'ai eu pas mal l'occasion de développer en fait, le journalisme sur le web. Et depuis 2018, on a travaillé ensemble. Exactement, à la RTBF, aux prémices. Et à partir de 2018, j'ai mon agence de com. Qui s'appelle The Flying Fish et pour laquelle je fais beaucoup de contenus digitaux, de contenus de communication qui sont assez larges. Ça va de la réalisation de vidéos à copywriting en passant par la gestion digitale, gestion de réseaux sociaux. Donc voilà, assez large. Relations publiques, etc. Exact, on aura l'occasion d'en reparler aussi, puisque aujourd'hui les métiers, forcément, ils ont évolué, ils changent. Il y a une hybridation qui se fait en fonction des besoins des clients, parce que, in fine, c'est quand même toujours le marché qui a raison. Qui est le chef, Ça, c'est clair.
John, tu disais, ça fait 1 an que toi, tu vis de Twitch. Là, on est sur Twitch. Il y a des gens qui sont là, qui sont avec nous dans le chat. Je vais d'ailleurs aller jeter un œil dedans pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Salut, salut sans créature. Bonjour Zoltan. Salut Raph. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Merci d'être là. C'est cool. Je pense que il y a toute une série aussi de gens. N'hésitez pas, les étudiants, à aller checker un peu les profils des gens qui sont là dans le chat. C'est ça aussi que moi j'essaye d'apporter à travers tout ça. Et c'est ça aussi que Twitch apporte comme dynamique. Et John, on fait pas de la télé là. On est dans un. Et pourtant, moi je dois me faire violence parce que j'ai fait de la télé. Donc aller dans le chat et être dedans, pourtant c'est ce qui fait le jus de ça. C'est ce qui fait vraiment tout l'intérêt. Et pourtant, quand on fait de la télé, on n'est pas forcément habitué à ça. Et toi, tu travailles justement avec des gens qui font cette transition. Il y a des comment je vais dire ça, des porte-drapeaux, genre Samuel Etienne, dont on parle beaucoup, mais il y en a tellement d'autres, parce que Twitch, au départ, c'est du gaming. C'est des passionnés, et ça reste du gaming. Aujourd'hui, c'est quoi la proportion? Je dirais presque 90% c'est du jeu vidéo, si pas plus. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les gamers ne font plus que du jeu vidéo. Il y a encore 5-10 ans, pour les plus anciens, c'était 100% jeux vidéo. Aujourd'hui, simplement que sur une journée, ils vont se diversifier. Donc, ils vont commencer la journée par discuter avec leur chat, justement. Coucou, comment vous allez? Moi, j'ai fait ça hier, j'ai vu ça. Est-ce que vous avez déjà vu tel film? Blablabla. Puis ça joue, puis tu peux avoir de la cuisine, tu peux avoir de l'art. Donc ça se diversifie pas mal, mais ça reste du gaming principalement. Ça reste une plateforme qui a été créée par et pour les gamers. Et donc, on retrouve comme ça en filigrane sur Twitch, tu retrouves énormément de codes du jeu vidéo, que ce soit dans l'expression utilisée dans le chat, ce genre de choses. La complémentarité avec Discord, ça vient aussi du jeu vidéo, etc. Donc on est clairement sur une plateforme de gamers à la base, mais pas que. Donc comme tu le disais, il y a Samuel Etienne, journaliste donc France TV, présentateur de Questions pour un champion, qui est live d'ailleurs là maintenant, mais restez ici. Il y en a d'autres. Lui, c'est vraiment effectivement le porte-drapeau. Mais il y a des tas de gens. Il y a par exemple en Belgique, on a Mateusz Kukulka qui fait des lives, qui fait des matinales d'infos, etc., etc. Donc voilà, il y a des tas de profils qui ne font absolument pas de gaming, mais le cœur de Twitch reste du gaming, très clairement. Ça, François, c'est une dynamique que tu as pu observer aussi, et on aura l'occasion d'y revenir sur quel type de jeu, mais la gamification, le fait que la communication, d'une manière générale, n'est plus à sens unique. On n'est plus sur des postures de nous, on sait, et toi, public, mange et tais-toi parce que nous, on sait où on veut t'amener. Je caricature, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Évidemment, ça n'a pas été comme ça dans toutes les agences ou dans toutes les campagnes de communication. Évidemment, mais le jeu est une des manières de montrer aux gens qu'on n'est pas là pour se faire chier, déjà, à la base. Et puis les mécaniques du jeu, derrière, d'engagement, de communauté, ont quand même montré avec le temps que c'était parmi les mécaniques qui fonctionnaient le mieux pour animer des communautés, pour garder ses clients. D'abord, le funnel d'acquisition qu'on voit en marketing, il faut bien en donner le commencer quelque part, et le jeu est une des bonnes manières d'amener les gens en contact avec une marque ou avec un produit, avec un service. Ça, c'est des choses que toi, tu as observé. Je sais que tu es un fan de jeux aussi. Ouais, tout à fait. Tu en construis un pour l'instant. Absolument. Ça, c'est un truc que tu repères aussi du côté de tes clients. Oui, en fait, tout est imbriqué. L'interactivité, la demande d'interactivité, elle est de plus en plus grande, même quand on voit la télé. On avait cette télé linéaire où finalement c'était un stream unilatéral, où finalement on regardait la télé et puis il y avait très peu de retour de la part de la télé elle-même par rapport au fait qu'on la regardait. On regardait quelque chose passivement. On est complètement dans quelque chose qui change aujourd'hui avec la VOD, avec Twitch, où quelque part maintenant on a des chats, on a des retours directs, il y a les réseaux sociaux qui sont venus. Tout ça, le jeu vidéo l'apportait aussi. C'est en fait parce que tu construisais une histoire finalement sur laquelle tu avais un impact, ce qui n'est pas le cas d'un film par exemple, où tu n'as pas d'impact. Et donc je pense effectivement qu'aujourd'hui, l'interactivité dans tous les domaines et dans tous les supports de communication, elle est devenue essentielle. Et ça part aussi d'une communauté, c'est-à-dire que tu auras du succès si jamais ta communauté s'amuse et se sent impliquée dans ce que tu fais. On parle de communauté qualifiée, mais on en est là. Et en fait, la télé est en train de se rendre compte de ça.
très lentement, mais elle est en train de s'en rendre compte et elle multiplie aussi les idées pour essayer de raccrocher ce train qui était amené par tout en fait ce contenu digital, les jeux vidéo, mais aussi ces plateformes de streaming, YouTube et tout ça. Ils le font parfois maladroitement, hein. On le voit, il y a Samuel Etienne, comme on le disait, qui est un représentant, mais il se casse un peu les dents parce qu'il n'y a rien à faire. C'est des codes qui sont très différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue personnel, moi, quand j'ai un client qui arrive sur de la communication, la première chose qu'il me demande, c'est comment est-ce que je fais, parce que je veux absolument que les gens qui me suivent me suivent pour ce que je suis, et pas parce qu'ils like comme ça, ou il y a quelque chose à apporter et un échange à avoir qui permet aussi des débriefings, quoi. Donc, c'est toute la schizophrénie quelque part d'une télévision dont l'audience vieillit. Ça, les chiffres, ils sont quand même assez indéniables, mais qui reste un drive incroyable en termes de volume d'audience. La télé n'a jamais aussi bien fonctionné qu'aujourd'hui. Quand on regarde les audiences des différentes chaînes, après ça dépend comment on calcule évidemment, mais parce que les canaux se sont diversifiés et on a tendance à tout mettre dans le même pot pour dire regardez comme j'ai des gros muscles, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en télé linéaire pure, l'audience vieillit, reste quand même un moment important. Dans beaucoup de boîtes de com, le fait de réussir à avoir un sujet au JT sur le service ou le produit du client, c'est le truc où on tape dans la cloche en rentrant dans la boîte. Ça reste encore un momentum important, ça. Oui, effectivement, il n'y a rien à faire parce qu'on est en fait en plein dans une transition. Donc, on a ces deux côtés. D'ailleurs, c'est aussi étonnant de voir quand on demande par exemple la réalisation d'une vidéo corpo, comme on retrouve les demandes clients sont finalement des demandes qui, moi je voudrais faire comme on a vu à la télé. Là. Donc, on est encore sur des codes qui sont anciens, mais alors à côté de ça, il y a aussi une certaine, de par le fait qu'il y ait des nouveaux arrivants dans ces entreprises qui apportent ce vent nouveau, il y a aussi une volonté quelque part de venir avec du contenu qui est plus moderne, innovant, qui casse les codes, qui sort un peu du truc. Et en fait, on se rend compte qu'on est encore aujourd'hui vraiment dans un entre-deux. Il y a un mur entre les deux. Il faut casser ce mur, il n'est pas encore pété, mais... En fait, vraiment, effectivement, quand tu parles de schizophrénie, c'est vrai qu'il m'arrive régulièrement d'avoir des demandes clients qui sont fais-moi de la télé à l'ancienne, mais par contre, je veux du nouveau, quoi. Ouais. Et donc, ce mur-là, John, c'est le mur de l'interactivité ? Ouais. C'est vraiment ça ? Je dirais l'interactivité et la transparence. C'est pas mal ça. Twitch est une plateforme qui, de par ses acteurs et ses communautés, a une exigence de transparence. Les streamers sont aujourd'hui de plus en plus à partager leur salaire, et je gagne autant, il s'est fait ça, et tel annonceur m'a contacté, il me proposait autant, mais c'était un branquignol, donc voilà. Donc, non, mais ça va très loin. Moi, j'ai déjà assisté à des lives où ce live est sponsorisé par X, c'est de la mais ça paye, et donc tout le monde dans le chat applaudit en disant super, merci d'avoir payé. Donc il y a cette transparence. Ça, on peut pas voir en télé, ça, c'est juste pas possible. Et donc voilà, et l'interaction évidemment fait beaucoup et fait très peur aux dinosaures de la télé, si je puis dire, qui n'ont pas du tout l'habitude d'avoir un retour, parfois même pas un direct, parfois ils n'en ont juste jamais. Et là, il y a un retour qui est direct, que ce soit, alors la plupart du temps, c'est quand même assez bienveillant, mais tu peux avoir des questions qui posent problème à tel homme politique qui vient, que ce soit chez Samuel ou chez Mathéouche, par exemple, ils n'ont pas l'habitude en fait. Oui, ou qui questionnent les pratiques aussi, parce que Twitch est très chronophage, demande une implication aussi. Enfin, quelque part, c'est corrélé. L'implication de la communauté va être à la mesure de l'implication de la personne qui stream. Ça, c'est directement lié. C'est un vrai commitment. Moi, j'admire Matt, ce qu'il fait, parce que je trouve qu'il a une telle... c'est une dédication, soit de l'anglais, mais on l'a compris. Je trouve que c'est admirable cette façon-là de faire, parce que parfois... Très souvent, même quand on innove de cette façon-là, on sait très bien qu'au début, on est un peu dans le désert, quoi. Nos premiers tweets ont toujours été des bouteilles à la mer, entendues par personne. Pareil pour notre premier article de blog ou premier podcast, etc. Là, sur Twitch, tu parlais d'une dimension bienveillante. Comment ça se manifeste, cette dimension bienveillante ? Comment on pourrait aujourd'hui dire à des professionnels de la communication, à des futurs professionnels de la communication, puisque c'est avec des étudiants qu'on est là, est-ce qu'il faut avoir un plan détaillé avec déjà un agenda très précis, avec déjà presque un business plan derrière avant de se lancer ? Ou bien est-ce que
vaut mieux commencer petit, voir si ça prend, mais au risque de vite se retrouver en mode ça prend pas, j'arrête. Est-ce qu'il y a une recette miracle? J'imagine que non, mais c'est ton métier aujourd'hui d'accompagner des boîtes, d'accompagner des professionnels dans cette transition numérique-là. Qu'est-ce que tu leur conseilles, toi? La première chose, c'est de rester authentique. Avant même de réfléchir à stratégie, KPI, on va faire quoi, avec quelle caméra, etc., il faut trouver la bonne personne. Twitch, comme tu l'as dit, c'est hyper chronophage. On est sur des formats qui sont très longs. Un stream, ça va être en moyenne 3, 4, 5, 6, 7 heures. Donc quand tu fais plusieurs streams, on va dire de 6 heures, que tu en fais 3 par semaine, tu es obligé d'être authentique en fait. C'est impossible de garder un rôle, de garder ton petit sourire figé, etc. etc. Donc, à partir du moment donné où tu es authentique et que tu parles de quelque chose que tu aimes, qui te passionne, etc., en fait, tu peux tenir le crachoir pendant des heures sans s'en rendre compte. Et c'est là que la connexion va se faire avec ta communauté. On va créer une communauté petit à petit parce que la personne qui va arriver sur le chat va être passionnée du même sujet ou va trouver ça intéressant, etc., etc. Donc, la première chose, ça va être de rester authentique. C'est plus fédérer une communauté qui existe probablement déjà, puisque c'est des centres d'intérêt qui sont... Et ça, on le voit bien à travers tous les autres réseaux sociaux aussi. C'est fédérer des communautés. On ne crée pas des communautés ex nihilo. Non. Enfin, moi, j'en connais pas en tout cas. Non, mais on fédère des centres d'intérêt sur un contenu, sur une histoire, sur un storytelling qui, lui, peut être marketé. Je vais aller plus loin. Tu as beaucoup de youtubeurs youtubeuses qui ont des grosses communautés sur YouTube. On parle du top 20. Ils se cassent tous la figure sur Twitch. Okay. Parce que c'est pas pareil entre écrire ton sketch, le répéter 15 fois, le remonter, etc. Et il y en a, ils sont juste pas drôles en fait sur Twitch et donc personne ne les regarde, alors que sur YouTube, chaque vidéo fait des millions de vues. Okay. Donc voilà, c'est très particulier. Je remonte d'ailleurs un peu. Il y a Shahakal qui dit: est-ce que c'est toujours bienveillant? Combien de boomers ont essayé sans les codes et se sont mangés une volée de bois vert? Voilà. Il y a ton micro est un peu vers le haut. Si tu sais le tourner un tout petit peu, le son est un peu. Voilà, je pense que ça ira mieux si tu fais comme ça, je pense. Ça va mieux là? Dites-nous si ça va mieux. Twitch n'est pas une plateforme bienveillante. Il y a plein de trolls, il y a plein de gens obscènes, etc., etc. La particularité de Twitch, c'est le ban, la modération. Okay. Tout live Twitch a une équipe de modération. Même les tout petits streamers, ils se retrouvent à avoir des modérateurs. Et en fait, il y a une culture du ban qui est propre à Twitch. C'est-à-dire que tu as moins ça sur les autres réseaux, ou alors ça va directement crier à la censure, et alors on m'a supprimé, Tandis que sur Twitch, en fait, c'est la base. Si à un moment donné, tu dérapes dans le chat, ou que tu as des propos qui ne plaisent pas, au streamer sur le chat sur lequel tu es, tu vas juste te faire bannir en fait. Et à force, chaque streamer écrème un petit peu son chat, éduque sa communauté. Voilà, moi mes limites sont là, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Et chaque streamer a les propres. Et donc au final, tu arrives quand même à avoir un chat qui est à majorité bienveillante. Et quand bien même quelqu'un viendrait, je dirais de l'extérieur, ou qui débarque pour la première fois sur un chat et commence à faire le mariole, avant même que les modérateurs doivent s'en occuper, c'est le reste du chat en fait qui va dire: mais attends, qu'est-ce que tu fais, toi, on n'est pas ici pour ça, si ça te plaît pas tu te casses, etc. Donc ça, c'est vraiment une particularité Twitch qui amène cette bonne ambiance aussi. La modération se fait directement par le diffuseur et pas par la plateforme, ce que dit Nathalie, exact. Et puis c'est vrai que ça cause beaucoup dans le chat. C'est aussi un truc, dites-nous si le son va mieux. Je pense que ça passe un peu mieux. Le ban, c'est pendant le stream, une streameuse expliquait que son mail était spammé par des trolls. Oui, ça fait partie des... Ouais. Quelque part, François, cette notion de modération, elle est loin d'être neuve. C'est même quelque chose d'aussi loin que je m'en souvienne. Déjà sur Facebook, à la belle époque de Facebook, le rôle de la modération était beaucoup plus vu comme une manière de se protéger d'un point de vue légal que d'encourager une communauté à interagir, parce que en fait, les journalistes n'étaient pas dans les commentaires sur Facebook. Ils considéraient que ça ne faisait pas partie de leur boulot. Et c'était plutôt le rôle des community managers. Et c'est encore le cas, ça, aujourd'hui? Ou bien, alors, on prend les médias, mais on peut parler des marques avec lesquelles tu travailles. Comment en interne, parce que toi, tu agis en externe, comment tu arrives, ou c'est quoi le discours que tu tiens à des clients en disant: et si vous voulez que ça marche, moi je peux faire tout ce que je veux avec des beaux visuels ou avec une campagne qui est léchée, avec un timing mais si vous ne vous impliquez pas, ça marchera moins bien. Ouais, exact. La question de la modération, elle se pose toujours quand le client veut lancer une campagne digitale, une campagne réseaux sociaux assez large. C'est quelque chose qui fout les boules, surtout aux personnes un peu plus âgées, en disant: si on a un commentaire négatif, on fait quoi?
Et donc, quelque part, c'est à nous de les conseiller, de leur dire, écoutez, on a plusieurs stratégies. Soit on répond en étant constructif, soit on ne répond pas. Parce que là-dedans, il va y avoir aussi le caractère du client qui va dire, non, mais moi, je ne veux pas répondre si on pose ça. Oui, c'est possible de ne pas répondre, mais effectivement, sachez que c'est mieux d'avoir une réponse construite. Oui, mais alors il va encore répondre. C'est pas très grave. À partir du moment où vous aurez une réponse construite, en fait, on se rend compte. Je donne un exemple, c'est l'exemple de Decathlon, de ce fameux CM qui est devenu très connu parce qu'il répondait de manière très courtoise à des trolls pas possibles. Et ça a créé en fait une espèce de sympathie pour la marque de par la bonne modération en fait. C'était même pas les messages qui étaient passés sur les publications, c'était davantage la réaction du CM par rapport à ça. Et donc en fait, la plupart du temps maintenant, les clients se rendent bien compte qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Okay. Alors soit ils engagent une personne qui est dédiée à ça et dont c'est le taf, parce qu'aujourd'hui vraiment CM est devenu un boulot à part entière. C'est encore assez nouveau, hein, je veux dire. Mais c'est ouf parce que community manager, moi, ça fait 10 ans quoi. Que le job en tant que tel a émergé. Il a émergé, il restait encore flottant comme ça. Okay. Ça a vraiment pris de l'ampleur au fur et à mesure. Il y a encore ces vieux réflexes de la part des clients, des entreprises qui vont dire on va le faire nous-mêmes. On va le faire nous-mêmes, ça ira. Et puis qui au bout de 2 mois reviennent en disant ça ne va pas du tout en fait. Ah d'accord, c'est le syndrome du oui mais on a un petit jeune qui est tout le temps sur son téléphone, on va lui demander de faire ça. Exact. Ça arrive encore. Ou le gars on a un gars en RH là, il s'y connaît un peu en réseaux sociaux, on va lui faire ça sur ses heures perdues. Puis non, en fait non. Aujourd'hui, quand on a une marque, il faut vraiment gérer ça. Et la manière dont on va réagir dans les commentaires va aussi travailler cette communauté. John le disait. En fait, il va y avoir une communauté qui va adhérer de par la manière dont on réagit aussi dans la manière de faire face aux remarques et ce genre de choses, avec finalement une communauté qui va défendre la marque en disant « ça va avec ton commentaire qu'est-ce que tu fais quoi ?» Et ça, en fait, c'est le but de la communication aujourd'hui, je crois. C'est vraiment être, on le disait, authentique. Ça, c'est tout à fait juste. Et rester dans les valeurs. On parle de valeurs, de philosophie. Aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on fédère une communauté qui est qualifiée et qui te suit partout où tu vas. Et de stick to it. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça aussi. Tu parlais, John, de transparence. Le greenwashing qu'il peut y avoir sur plein de thématiques différentes, parce que c'est pas que l'écologie, mais sur plein d'autres choses. Notamment la santé mentale, notamment le bien-être au boulot, notamment, enfin, ces genres de trucs. C'est presque facile de tomber dans du RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, je pense que c'est ça. Mais après, il faut s'y coller, quoi. Et le delta qu'il y a entre les actes et la parole, entre la com qu'on peut faire en mode on inonde et c'est bien taillé, mais après, comment on agit ça, c'est des choses aussi qui évoluent. Il vaut mieux, à la limite, être un peu plus low profile et puis avancer progressivement parce qu'in fine, on peut avoir une idée de son client type. C'est pas forcément celui-là qui va acheter. Il y a peut-être d'autres gens qui vont être dans la relation avec la marque. Comment tu travailles ça aussi avec tes clients aujourd'hui dans leur approche de Twitch ou bien ceux qui vont sur Twitch, ils savent pourquoi ils y vont et ils savent les risques, entre guillemets, qu'ils vont devoir prendre pour y aller? Aujourd'hui, la plupart de mes clients qui y vont, il y a une grande curiosité en fait. Une grande curiosité. Il y en a pas mal qui pensent, à juste titre d'ailleurs, qu'on est dans un momentum, c'est-à-dire qu'on a eu Twitch qui était vraiment sous le radar jusqu'à il y a encore 1 ou 2 ans où en fait tu demandais à n'importe qui Twitch, personne ne savait ce que c'était. Là maintenant c'est passé un peu au-dessus le radar, mais ça n'a pas encore vraiment popsé comme les autres gros réseaux, comme tu as eu à un moment donné Insta qui a vraiment pété, etc. Et donc pour le moment, ceux qui arrivent dessus, ce sont des curieux ou des gens qui se préparent et qui savent que ça va prendre du temps, que c'est chronophage, qu'il y a une grammaire très spécifique sur Twitch et que donc il faut y aller petit à petit. J'ai pas encore eu aujourd'hui de gros cases, pas en tête de gros clients, de grosses sociétés qui débarquent réellement sur Twitch. Ça va vraiment à tâtons à ce niveau-là. Ça se regarde, ça se renifle, on essaie un peu de comprendre comment ça se passe. Mais aujourd'hui, d'un point de vue, grosse société, gros annonceurs, il n'y en a pas. Et je ne sais pas très bien comment il pourra arriver d'ailleurs. Ça, c'est un autre débat. Mais non, parce que comme on est toujours dans une logique justement d'avoir un ou une streameuse
qui vient personnifier et représenter, alors si c'est le fondateur, la fondatrice de l'entreprise, bien sûr, mais un employé lambda, je dirais, d'une grosse société, c'est compliqué parce que 2 ans après, c'est une même personne, etc. Donc, je sais pas très bien. Il y a 100 créatures qui vient avec un chouette truc en parlant du cinéma. La réaction des fans est intégrée aujourd'hui dans le processus de création. Exemple récent, le design du perso de Sonic qui a été revu et corrigé après le clash des fans hardcore. Je ne sais pas si c'est intégré vraiment d'un point de vue process. J'ai l'impression qu'ils sont pris vraiment un bad buzz et en fait, on ne peut pas le sortir comme ça. N'hésitez pas, si vous avez d'autres exemples comme ça de bonnes réactions. Moi, je reviens sur cet exemple de Decathlon parce que c'est vraiment pour moi symptomatique d'un truc où les marques ont peur de ça. Parce qu'elles voient très bien l'intérêt jusqu'au moment où le mec ou la nana qui est derrière le compte dit bah voilà, moi j'ai construit un truc, je vais bouger, je vais aller faire autre chose parce que Et à ce moment-là, c'est un bout de la marque et un bout de la valeur qui s'en va. Attirer des talents, c'est déjà compliqué, mais alors les garder, c'est encore pire. On aura l'occasion de reparler de ces côtés RH-là, mais ceux qui sont aujourd'hui des streamers et qui ont des communautés colossales derrière eux, c'est des entreprises à part entière. Des équipes, on parlait des équipes de modération, il faut les payer. Comment ça se gère aujourd'hui, ce genre de choses? Comment ça se construit? On est sur des métiers full numérique, forcément beaucoup de remote. Le contexte sanitaire a fait en sorte que le remote, aujourd'hui, le remote est tout à fait dans les process. Comment toi tu perçois ça? Toi-même, tu es full remote. Oui, Twitch de base, en fait, ce sont des gens dans leur chambre qui se filment, donc le côté avoir des bureaux est assez spécial sur Twitch. Alors, tu parlais d'entreprise, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le top 50 des streamers sur Twitch, on va dire, là je parle francophone, la plupart ont effectivement créé des boîtes pour ne fût-ce que pouvoir déclarer les revenus. Ça paraît bête, mais c'est la première chose. Ils sont très contents quand ça arrive, donc il faut les déclarer. Et puis, effectivement, il y a des tas d'équipes. Il y a de la modération, tu as les monteurs. Parce qu'évidemment, quand tu as un live de 8 heures, tu vas en faire un résumé de 30 minutes sur Twitch. Sur YouTube, pardon, il te faut des monteurs, des rushers, etc., des graphistes, des gens à la technique. Donc voilà, et puis les gros streamers développent de plus en plus leurs propres concepts. Tu vois, Zerator, évidemment, a fait plein d'événements, etc. Donc, il a plein d'équipes. Domingo, sur Popcorn, ils sont pleins aussi, etc., etc. Donc, ça se professionnalise complètement, tout en gardant ce côté de c'est Twitch, quoi. Donc, on ne se prend pas la tête comme en télé non plus. Et donc, voilà, il y a cette Pourtant, on voit arriver très souvent des décors de télé. Ah, complètement. On est sur des setups qui sont construits comme des décors de télé, avec des plateaux, avec des... Ça veut dire qu'il y a un basculement qui va pouvoir se faire à ce niveau-là, ou bien il reste des exceptions qui, à un moment donné ou à un autre, vont passer la main, vont engager des gens, ils vont devenir des médias ou des structures à part entière qui vont engager et qui vont commencer... Enfin, on voit arriver, notamment avec le Web3, ça c'est un truc dont on aura l'occasion de reparler plus tard dans la semaine, mais on voit arriver des organisations complètement décentralisées. Rug Radio, par exemple, Rug.fm, c'est un collectif de créateurs de contenu qui décentralisent leur gestion, leur organisation, leur rémunération. Enfin, d'un point de vue fiscal, puisque tu disais la création d'une entreprise est important pour pouvoir déclarer des revenus, ça devient aussi un casse-tête absolu. Tu parlais de l'évolution par rapport à la télévision plus traditionnelle, etc. Ce sont deux mondes qui se regardent, qui officiellement disent qu'ils ne s'aiment pas et qu'ils n'ont rien à voir à faire ensemble. Je parle surtout des streamers qui de façade sont très anti-télé. Et comme tu l'as dit, ce qu'ils font... On voit de plus en plus des émissions plateau, chroniqueur, un présentateur, etc. Alors, il y a encore des tas de différences qui font que c'est encore très Twitch. Tu vois, l'émission, à un moment donné, elle commence avec 20 minutes de retard. Ça stresse personne, en fait. Ça stresse personne. Et donc, il est 8h20 au lieu de 8h quand ça commence. Ah ben, sorry, l'autre avait oublié ci, ça. Et donc, voilà. Il y a quand même encore des différences, mais ça reste quand même... Voilà, il y a des gros codes de télé. Et tous ces gens qui ont entre 25 et 30 ans sont des enfants de la télé, quelque part. Donc, c'est assez logique. Il y a des codes qui sont repris. Il y a une grosse tendance, enfin pas une tendance, mais une manière de faire sur Twitch, on va dire, qui est de faire du react. Et donc, en fait, c'est simplement, on va regarder une émission tous ensemble et on va réagir ensemble. Ce qu'ils regardent, c'est des émissions de télé. Ouais. Donc, en fait, la télé est présente sur Twitch, même si certains n'aimeraient pas. Mais donc voilà, c'est des choses qui évoluent. La télé arrive
petit à petit sur Twitch, et donc il y a des tas de choses qui vont se faire. Mais c'est deux mondes qui doivent s'apprivoiser, vraiment ça en fait. Et ça prendra un peu de temps. Et puis moi, c'est aussi mon job de faire ce lien-là. Donc voilà. François, moi je me souviens des télés locales à leur début. C'est des pirates, c'était des punks, les gens qui faisaient de la télé locale, qui s'étaient emparés d'une caméra, puis qui se filmaient pour gueuler contre ce qui se passait pas bien près de chez eux. Toute proportion gardée, mais les streamers, Justin TV, c'était un punk aussi, quoi. Parce que c'est ça au départ, hein, Twitch, c'est un gars qui a mis une caméra sur sa casquette et qui se filmait H24, il dormait, il faisait la fête, il était bourré, il était avec sa copine, il filmait tout. L'histoire repasse les plats quelque part, mais avec une accélération et avec des technos qui font en sorte que la nature humaine étant ce qu'elle est, il y aura le meilleur et le pire. Ah mais complètement. Twitch, oui, et YouTube aussi. Enfin, il y a JDG, joueur du grenier, qui avait fait une longue vidéo qui a été très vue en disant YouTube m'emmerde ou YouTube m'ennuie, où il expliquait qu'en fait YouTube devenait la télé. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit, effectivement, c'était des punks aussi, début de YouTube, il n'y avait pas de règles, tu venais avec quelque chose de totalement transgressif, où tu lâchais des jurons, où tu parlais de tout ce que tu voulais, il n'y avait pas de langue de bois, et on est en train de lisser ça. Donc oui, effectivement, il y a une transition, comme ça a été le cas avec les télés locales, et c'est pareil sur Twitch aussi. On voit une professionnalisation de Twitch, on voit des gens qui commencent tout doucement à ne plus dire ce qu'ils disaient au début parce qu'il y a un OP et que l'OP va faire attendez, moi je veux bien mettre Red Shadow Legend au début, mais derrière les gars, vous me dites pas ça, quoi, ça va pas être possible. Donc tout ça c'est nouveau aussi, donc oui, il y a un glissement et c'est marrant effectivement de voir que il y a en tout cas des éléments du cycle qu'on a connu en TV qui sont en train de se répéter sur YouTube et sur Twitch aussi. Je crois que c'est naturel. Maintenant, derrière, comme disait John, on n'en est pas encore là. Il y a encore une dimension sur Twitch qui est très subversive par rapport à ce que la télé est, tant mieux. Moi, franchement, je crois que le pire qui pourrait arriver à Twitch, c'est que ça devienne ça devienne la télé linéaire. Je vois John qui a hacké, ça. Et donc, on voit qu'il y a effectivement, tu le disais bien, il y a déjà maintenant un phénomène de résistance de la part des streamers qui disent ouais non mais ça on veut pas, quoi, ça on veut pas. Et ça c'est pour reconnecter sur la communication, c'est quelque chose que il faut prendre en compte quand on veut faire de la com via ces réseaux-là. C'est ce que n'ont pas encore tout à fait compris les télés qui se mettent dessus, qui arrivent avec leur code de télé. On l'a vu avec BFM qui s'est fait défoncer en arrivant sur Twitch parce qu'ils étaient arrivés vraiment avec les codes de la télé. Et en fait ça va pas du tout. Tu dois te mettre sur Twitch. Si tu te mets sur Twitch, tu dois utiliser les codes de Twitch et pas le contraire. Tu ne vas pas importer tes codes à Twitch. C'est plutôt le contraire qui se passe, quoi. Et ça, je pense que c'est encore quelque chose de très positif qu'il faut prendre en compte. Mais avec un potentiel à explorer encore qui est très très grand. Enfin, moi je vois, il y a des anciens étudiants de l'IEX qui sont sur Twitch. Il y en a, j'imagine aussi des étudiants qui sont pour l'instant en train de faire des trucs. Si vous avez des liens, d'ailleurs, les étudiants, s'il y a un certain parmi vous qui sont déjà sur Twitch, n'hésitez pas à balancer les liens, on ira faire un tour, évidemment. Ce lancement était totalement épique, nous dit Rav, j'imagine qu'il parlait de BFM. Tu fais bien donner cet exemple, ils ont sorti la version Snyder sur la pression des fans. Ah voilà, je pense que là on refait... ouais, c'est ça, sur le cinéma. Tac, tu joues aussi avec le jeu Amazon Prime Video dans le sens ouais, alors c'est clair qu'il faut pas oublier que Twitch c'est pas n'importe qui derrière, hein. Ils ont mis le paquet c'est 2014 je pense quand ils ont racheté Twitch, Amazon. Ils sont dans une stratégie où très clairement, je pense qu'ils ont les droits de télé pour le foot en France maintenant, pour Ligue 1 en France. Ça va ouvrir des portes aussi incroyables Enfin, on peut tous imaginer que demain, chacun devient commentateur du match et tu vas choisir ton commentateur. Et ça pour tout. Enfin, je veux dire, ça se fait sur l'e-sport, mais ça pourrait se faire aujourd'hui, enfin demain sur le. Super excitant en fait. Le fait que Twitch appartienne à Amazon et pour le coup, ils sont plutôt bien intégrés dans l'écosystème global Amazon. Avec notamment quand vous êtes Prime sur Amazon, vous pouvez devenir sub gratuitement d'une chaîne. Donc vous pouvez vous abonner une fois par mois gratuitement à une chaîne.
Et il y a effectivement ce module de Prime Video qui fait que vous pouvez regarder un contenu de Prime Video sur Twitch. Et il faut juste que vos viewers aient un accès aussi. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont un compte Amazon Prime. Alors, je n'ai plus les stats à jour, mais c'est assez colossal en fait. Et donc voilà, brique par brique, Twitch rentre vraiment de plus en plus dans cet écosystème Amazon. Et comme tu me disais, la consommation de contenu sportif ou pas, d'ailleurs, que ça peut être de la fiction ou du docu en live, moi en fait j'adore. Plutôt que de le regarder bêtement chez moi tout seul, s'il y a un mec ou une meuf sur Twitch que j'apprécie déjà de base, c'est gay parce que j'ai ses commentaires. Alors c'est pas toujours hyper pertinent parce que le but c'est pas non plus que ce soit que des experts sur le sujet qu'on regarde, mais on a des réactions, on a des rires, on a dans le chat où ça argumente, etc. Enfin c'est vraiment une expérience hyper enrichissante. Et donc voilà, ça va dans ce sens-là. Tu parlais du foot, ce genre de choses, etc. Ils ont fait quelque chose avec le handball aussi dernièrement. Donc voilà, ils sont au taquet. Ils sont clairement au taquet. L'expérience du live, c'est donc beaucoup plus que juste pousser dans un tuyau un contenu, aujourd'hui en tout cas. Et c'est ça que les télés vont avoir probablement du mal à mettre en place parce que leurs tuyaux ne sont pas faits pour ça, pour avoir leur tour. Tu parlais des subs, tu parlais de ce genre de choses. Ces mécaniques-là aussi, d'être payé par une communauté. Ça, c'est quelque chose, François, je ne sais pas comment, avec tes clients, tu amènes ce genre de choses, mais quand on fait de la com, généralement, on sait très bien que les contenus qu'on produit, ce n'est pas ça qu'on vend. Puisque, by the way, on vend des services, des produits qui sont, en retail ou en numérique, mais on sait ce qu'on vend. On ne vend pas le contenu. Les médias, traditionnellement médias, c'est autre chose, parce que généralement, c'est plutôt ça qu'ils vendaient. Mais cette relation qu'on peut avoir vis-à-vis du producteur de contenu, on sait aujourd'hui que l'économie de la création, qu'elle soit sur Twitch, mais sur tous les réseaux sociaux, aujourd'hui amène des gens qui, quand ils arrivent à fédérer une communauté suffisamment loin, ça crée des revenus directement pour le producteur de contenu qui peut s'affranchir d'un certain nombre de... Ça, toi, t'en connais ou t'en côtoies ou tu en conseilles à certains de tes clients ou comment tu vois cette évolution-là ? Sur la production de contenu, moi, par contre, j'ai beaucoup de sociétés qui, effectivement... veulent faire de la com sur ces différentes plateformes pour amener les gens finalement à acheter leurs produits à eux. Et alors la manière de faire qui aujourd'hui est vraiment efficace, c'est de raconter, de donner de l'info, de venir avec non seulement ce que fait le service, mais surtout avec plein de petites infos, petits trucs, petites astuces. On va venir avec plein de choses qui ont peu ou un tout petit peu à voir, où il y a un lien toujours avec ce qu'on vend comme service ou quoi, mais on vient surtout avec de l'info gratuite en disant, vous saviez que si vous faites ça, et alors on va faire un Twitch en expliquant que on est aujourd'hui avec un tel et il va nous raconter. Donc on est du storytelling mais en plein, où on vient avec de la plus-value d'infos. Et tout ça pour finalement quelque part un petit peu amener la communauté à se dire ouais mais en fait c'est intéressant, et en plus avec leur service là en fait je pourrais le faire encore plus facilement, mais c'est super chouette. Et en fait énormément le product as service, c'est quelque chose qui est en train de se développer à fond. Il suffit de regarder un petit peu avec ce qui est Blender qui est gratuit, mais une Real Engine avec tous ces choses là où tu as des tutoriels qui sont absolument fantastiques et où si tu sais en fait apprendre à faire tout ce que tu veux grâce à des tutoriels qui sont très bien faits, mais ils ne le font pas gratuitement. En fait, ils le font pour que derrière, tu viennes chercher la plateforme et que tu fasses du contenu avec ce qu'ils t'ont proposé. Donc, ils amènent ça de manière très intéressante, où finalement, tu as l'impression que tu es le grand gagnant, alors qu'en fait, finalement, tu achètes un produit. C'est le but. Ouais. On va saluer Matt qui est arrivé dans le chat. Hello Matt. Cet aspect-là, c'est typiquement le deal qu'on vient de voir entre Brut et Carrefour. C'est intéressant de voir les réactions des gens aussi par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat de ce deal-là. Moi, on m'a posé la question pour un article, et je trouve que moi, c'est plutôt un nice move d'un point de vue entrepreneurial, même si ça pose plein de questions par rapport à l'indépendance éditoriale et journalistique, mais les journalistes qui pensent aux journalistes, parfois c'est un peu... Voilà. Mais c'est des bonnes questions à se poser. Mais on est clairement dans ce trend-là. En Asie, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Du tonnerre de Dieu. C'est des gens qui, en live, vont vendre un produit, mais en racontant une histoire et en faisant en sorte d'enchaîner... Ça ne s'improvise pas, le téléshopping. Marie-Ange Nardi, elle a un paquet d'expériences derrière pour arriver à ça. Mais ça, c'est quelque chose que toi, tu vois arriver aussi sur des plateformes comme Twitch. On parlera après de Discord, parce que finalement, Twitch, c'est très linéaire, en fait. L'expérience de Twitch est
très linéaire. Il y a tout ce qui se passe après et les relances, mais ça, c'est quelque chose que tu vois arriver aussi comme expérience. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de cas similaires. Mais par contre, il y a clairement un immense potentiel parce que tu es dans un chat. Donc en fait, tout ce qui est affiliation, lien d'affiliation, traquable, etc., oui, ça peut clairement avoir sa place. Aujourd'hui, les gros streamers ont tous des boutiques de merchandising. Ils sortent des pulls, des mugs, ça est sold out en 30 minutes. Donc il y a déjà... Voilà, il y a déjà des premiers signes d'achat et ce genre de choses. Mais la version télé-shopping de 2022, pour moi, elle est clairement sur Twitch, très clairement. Parce que tu as, c'est sur un format long. Alors, est-ce que c'est un format vraiment télé-shopping ou est-ce qu'à un moment donné, c'est simplement le streamer qui se prend un thé, quelque chose comme ça, et en un clic, tu as la possibilité d'acheter le même thé, ce genre de choses. C'est des questions de techno. Mais moi, je trouve que ça s'y prête réellement. En fait, réellement. Il parle de thé. Ce post n'est pas sponsorisé. Ça veut dire que Brut va aller sur Twitch pour toi ? Non, ça, je ne sais pas très bien comment ils vont gérer leurs choses parce qu'eux, ils sont déjà établis sur plusieurs réseaux sociaux, on va dire. Je ne sais pas s'ils vont venir sur Twitch. Je n'ai pas l'info, en tout cas. Parce que ça veut dire recréer une plateforme from scratch ou alors ils vont faire ça dans Facebook ? Moi, ça pose plein de questions. Oui, Il faut voir un peu d'un point de vue techno comment ils vont se débrouiller. Je ne sais pas du tout. Ouais. Mais ils sont malins parce qu'eux, ils connaissent leur audience depuis jour 1. Mais c'est au rayon X, quoi. Ils savent tout. Puisqu'ils étaient dans Facebook from scratch. Donc ils savent exactement qui veut quoi, comment, qui vient par où, etc. C'est un peu le... Moi, je me serais plus attendu à un deal comme celui-là de la part du Figaro ou d'un gros média qui est déjà avec des filets incroyables sur ses utilisateurs depuis bien plus longtemps que Brut. Et pourtant, c'est pas eux qui ont fait le premier move. Surtout que, alors ça c'est un avis complètement personnel, mais il y a un décalage d'identité, je trouve, entre les deux. Il y a Brut qui a ce côté justement un peu rentre-dedans, authentique. On va justement essayer de faire un peu d'investigation, etc. Puis on a Carrefour qui n'a pas une super image. Point de vue un peu global, on va dire. Je ne parle pas des produits, mais tu sais, leur investissement dans l'écologie, ce genre de choses, etc. Donc, pour moi, ce n'était pas le perfect match. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Mais on est clairement sur un trend. Oui. Le social selling, le live social selling, c'est un truc... Je vais reprendre un autre exemple parce que c'est tout récent. Mister V qui a fait qui est un YouTuber fort connu en France qui fait du contenu... humoristique qui a fait là un dernier sketch où il se prend pour un pizzaiolo qui est devenu une espèce d'énorme star et en gros ce personnage se retrouve sur des cartons de pizza qui sont faits par Carrefour qui sont achetables et c'est un énorme carton évidemment et c'est Carrefour qui est sauté dessus si je ne dis pas de conneries. Et c'est un coup marketing qui est fou parce qu'on utilise une communauté sous le couvert de l'humour. C'est bien joué parce que quelque part finalement ça rentre dans le storytelling de sa vidéo à lui où tu as ce pizzaiolo qui fait n'importe quoi et qui finalement explique qu'il fait ses pizzas et qu'elles sont incroyables et tout et sa tête avec ses petites moustaches sur les cartes. C'est fou. mais c'est un carton. Je vais dire des coups comme ça en utilisant des communautés pour redorer aussi une image, on parlait. C'est des coûts qui aujourd'hui vont se multiplier. De plus en plus, les grosses entreprises commencent à comprendre les codes, commencent à comprendre comment elles peuvent les utiliser à leur avantage. Et ça veut dire qu'il faut quand même laisser la main quelque part au producteur de contenu qui a créé sa communauté. Parce que s'il ne se met qu'au service d'une marque, ça aussi, c'est pas qu'un prestat. Non. Et ça, quand on travaille pour les étudiants qui sont avec nous, là, si vous travaillez chez le client, il va falloir intégrer cette donnée-là. Parce que c'est pas des prestats en fait. Les créateurs de contenu, on les appelle comme on veut, les influenceurs, les créateurs de contenu, les whatever. Parce que maintenant, même les influenceurs ne veulent plus qu'on les appelle les influenceurs. Mais c'est des créateurs de contenu, c'est des professionnels de la communication qui ont des équipes à faire tourner. Et donc, c'est pas que des simples prestats. C'est cette petite dimension-là, mais qui va faire tout l'enjeu derrière, c'est que les boîtes qui produisent ces contenus-là, elles ont une âme. Et leur indépendance, ils vont la mesurer à leur capacité à dire non, en fait. Et parfois en envoyant chier des boîtes qui viennent avec des liasses de billets derrière. Ça arrive déjà ? Ça arrive très très souvent, bien sûr. Il y a des tas d'OP qui passent parce qu'ils payent très très cher. Et puis il y en a qui payent très très cher, mais c'est tellement pourri que quand bien même on n'accepte pas les billets. Donc il y a vraiment un peu de tout. Et encore une fois, sur Twitch, il
il y a généralement beaucoup de transparence. Et donc, c'est déjà arrivé qu'un streamer dise bon, ok, le jeu est vraiment pas top, ou je sais que vous l'avez déjà vu sur plein de chaînes parce qu'il y a eu plein d'OP, mais c'est vraiment un beau billet, je peux pas le refuser, etc. Et puis là, tu as le chat, ah ok, on comprend, pas de souci, etc. Donc, il y a des tas de choses qui se font. Mais sur Twitch, il y a ce pouvoir de dire non, parce qu'encore une fois, si tu dis oui et que la communauté comprend pas le move ou trouve que c'est pas du tout adapté, etc., donc elle pourrait se détourner de toi. Donc finalement, tu as peut-être plus à perdre sur du long terme en acceptant une OP. Enfin voilà, donc il y a tout ça qui rentre en compte. Voilà. Mais d'où l'intérêt aussi et de délinéariser quelque part l'animation de cette communauté, parce qu'elle peut se faire pendant les lives, évidemment, mais tu parlais de Discord tout à l'heure. Discord qui est lié à Twitch, mais c'est des entités qui sont différentes. Et je pense qu'elles appartiennent. Enfin, Discord n'appartient pas à Amazon. C'est des boîtes qui ont leur indépendance, mais qui sont liées parce que historiquement, c'est l'endroit où il y avait moyen de discuter de manière gratuite. C'est pas Slack, c'est pas Salesforce, c'est pas Microsoft, c'est pas LinkedIn, c'est pas. Et pourtant, cette animation de communauté se fait entre autres par là, avec tous les petits robots, avec toutes les mécaniques qui sont derrière. Ça fait partie intégrante, ça, du package. Ou pas ou Non, c'est pas obligatoire, mais effectivement aujourd'hui toutes les chaînes Twitch quasi ont une communauté, enfin un channel Discord qui permet à leur communauté de se retrouver, de discuter, d'échanger hors des lives, de les préparer, de les débriefer, etc. Donc il y a certains channels Discord de chaînes Twitch qui sont assez incroyable à voir. En fait, ça parle tout le temps, sans arrêt, etc. Et c'est là où en fait, tu vois qu'il y a une vraie communauté. C'est que les gens se donnent des petits noms, il y a des émotes, il y a des privés de jokes où en fait, quand tu n'es pas sur la chaîne, minimum 5 fois par semaine, tu comprends pas cette privée de joke, que tout le monde a l'air pourtant de comprendre. Et donc voilà, il y en a qui arrivent vraiment à ça. Et je trouve que les deux sont très complémentaires. C'est à la partie live et puis tu as le hors live qui peut se passer sur Discord. Et Discord, comme Slack ou d'autres, permet vraiment de bien structurer les échanges aussi avec les différentes channels. Et puis tu l'as dit, il y a tous les bots qui permettent d'enrichir aussi cette conversation. Donc oui, non, les deux sont vraiment complémentaires. Ah, on me dit qu'on n'arrive pas à envoyer des messages, les students. Je pense que vous devez juste connecter votre compte, je pense. Il faut juste valider votre mail si vous ne l'avez pas fait. Je sais qu'il y a un bon nombre d'entre vous qui se sont créés des comptes Twitch et des comptes Discord ces derniers jours pour participer au cours. Je pense que c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas. Oui, il y a ton micro qui est mal mis. Non, il faut que la petite bonnette soit vers ta bouche, donc tu peux vraiment tordre le câble pour le remettre bien. Je vais peut-être juste réagir par rapport aux OP parce que c'est intéressant. Il y a quelque chose qui est en train de se créer là aussi qui est lié à l'interactivité, c'est le fait que de plus en plus, quand ils arrivent avec une OP sur les influenceurs, ils vont avoir une série de demandes et ils vont demander par exemple de screener s'il y a du contenu, de le voir avant et d'éventuellement changer des choses et tout. Et à un moment donné, il commençait à y avoir vraiment un lissage qui se faisait et de plus en plus maintenant, le streamer va être clair et il va dire ouais, cette OP là en fait je la ferai plus parce qu'en fait ils m'ont demandé ça, ils m'ont demandé de couper ça. Et il y a d'autres streamers qui vont dire ouais c'est vrai moi aussi en fait c'est la dernière fois que je fais avec eux et donc en fait il y a un bad buzz qui se crée par rapport à celui qui a lancé l'OP parce qu'il n'a pas été cool et qui n'a pas respecté les codes finalement. Et donc ça aussi, les entreprises commencent tout doucement à se rendre compte qu'elles ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi parce qu'elles arrivent avec une grosse liasse de billets et que voilà, donc ce mot-là tu vas pas le dire, ça tu vas pas dire, ça tu vas pas dire et mon jeu je veux que tu dises que c'est bien même si c'est de la merde. Eh ben non, en fait c'est ouf parce que c'est vraiment cette schizophrénie là de dire on n'est pas dans on n'est pas dans des relations publiques parce que les relations publiques en principe on paye pas. On propose un contenu, on vient avec une com, on vient avec une stratégie, mais on dit aux producteurs de contenu, traditionnellement les journalistes, mais aux producteurs de contenu, voilà de la matière, tu peux t'en servir pour ta publication, mais je ne vais pas payer pour que tu parles de moi. Et à l'autre bout du spectre, c'est je suis avec un prestat et je scripte au mot près ce que je veux qu'il sorte. Et on est quelque part entre les deux. Parce que quelque part, c'est quand même des relations publiques, parce que tu as des marques qui viennent avec des contenus, avec une proposition de contenu pour des gens dont c'est le métier de tirer le profit des médias qu'ils ont construits. Et on n'est pas tout à fait non plus dans une OP qui est scriptée. Donc on est dans cet entre-deux-là en permanence. Et c'est ça qui fait, quelque part aujourd'hui, que les rôles de chacun les cartes sont redistribuées. C'est le rôle même des agences qui est en train d'être... c'est de placer les curseurs. En fait, les curseurs, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que pour l'instant, on a
On a des spectres qui sont extrêmes, et puis tu as un curseur, enfin des curseurs. Et ces curseurs, en fait, ils sont pas encore fixes. Donc on est tout le temps en train d'essayer des trucs, de changer les curseurs, de voir jusqu'où on peut aller, que ce soit les entreprises qui vont demander pour les OP, que ce soit aussi au niveau des streamers. Je veux dire, MrV, c'est une prise de risque, ce qui fait, parce que quelque part, à un moment donné, si tu t'aliènes de ta communauté, que tu vas trop loin pour une OP, tu vas te mettre ta communauté à dos. Et ça, c'est pas bon du tout non plus. Donc, en fait, il faut que ça reste dans ton storytelling, il faut que ça reste dans ta personnalité, que ça fonctionne aussi. Ça aussi, c'est des curseurs. Tu joues gros, que ce soit pour le streamer, et maintenant, de plus en plus pour les entreprises aussi, qui prennent un bad buzz quand elles exagèrent. Et donc, tout le monde est en train de placer ces curseurs-là. Et donc, en tant qu'agence, le but, c'est un petit peu de dire, ouais, ça, c'est peut-être un peu risqué pour la com. Peut-être pas dire ça. Ou au contraire, ouais, bon, on peut le tenter, ça. Et voilà, et voir la potentialité d'un bad buzz aussi. Mais ouais, pour les OP, par exemple, des gens qui vont dire, comme disait John, bah moi j'ai été payé pour dire ça parce que ouais, le jeu est pas fantastique, mais enfin les gars sont super cool, et donc voilà, en fait, je pense qu'il y a du potentiel. Et bah ça va ramener beaucoup plus de gens que si tu avais été scripté à forcer à dire que ce jeu était une tuerie, alors que les premiers qui vont le télécharger vont se rendre compte que c'est juste nullissime, quoi. C'est ça. Donc voilà. On va revenir un peu sur cette notion de qualitatif. Mais comme dit Mathéus, je suis en retard dans le chat, donc je remonte un petit peu. C'est quoi le bot que j'utilise dans mon Discord? C'est le Mi6 en fait, mais où tu peux changer le nom. Raph, le micro est plus faible. Ça va mieux le son du côté 1, de... 2, 1, 2, bonsoir, bonjour. Ouais, ça me paraît bien. Normalement, il est mieux maintenant. Il y a Rapou qui était avec nous et qui est parti. Bah, sorry, ouais, je t'ai pas vu. Sorry, Rap. Quoi d'autre? Est-ce donc il y a moins de prise de risque, demande... alors, c'est qui? Rope99. Voilà. Est-ce qu'il y a moins de prise de risque? Non, Pas forcément. parce que les curseurs sont pas encore. En fait, on essaye on essaye d'évaluer les risques, on essaye de calculer les risques plus qu'avant. Okay. Ça, c'est sûr. Prise de risque, à un moment donné, si il y a des prises de risque. À un moment donné, certains tentent des trucs où ils savent que ça peut très bien ne pas marcher, ou au contraire même être négatif pour leur image. Donc si, mais effectivement, il y a plus de volonté à quantifier les risques et avoir un petit peu à utiliser de la stratégie, en fait, savoir, bon, je le fais pas, quels sont mes risques, au pire, ça donnera ça. Et justement, John, là-dessus, c'est quoi les KPI aujourd'hui des clients? Parce qu'ils en ont, Ouais, il y en a alors, toujours, oui, ils mettent du pognon. Non, Donc je ris parce que c'est un peu mon cheval de bataille de faire changer ça. Aujourd'hui, ils vont regarder le nombre de spectateurs moyens qui sont en direct. Donc là, par exemple, toi, il y a 115 personnes. Ce que je trouve en fait qui est très réducteur, parce qu'en fait c'est toujours une photographie. Ouais. Et je regarde là, ok, il y en a 115. Mais en fait, encore une fois, comme on est sur des formats longs, au bout d'1h30, c'est pas 115 personnes qui sont passées sur ton chat, tu vois. Et donc, moi, je préfère toujours le KPI de viewer total sur la session, au total, en fait. Okay. Et c'est là que tu te rends compte que les chiffres, pour les très, très gros streamers, très bons soirs, ça va taquiner de la télé assez facilement, en fait. Okay. Alors, pas TF1, hein, ça va être les chaînes TNT, etc. etc. Mais en fait, tu regardes qu'un popcorn de Domingo le mardi, il t'explose plein de chaînes de la TNT du vendredi soir. Tu vois, donc voilà, ça en termes de KPI, pour moi, c'est le plus important. J'aime bien regarder aussi le nombre de personnes qui parlent dans le chat. Ça te montre un peu finalement la vivacité, oui, c'est ça, comment ta communauté réagit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que le chat vit de son côté, ou est-ce que finalement tout le monde est un peu passif? Donc ça, c'est un peu les deux KPI que j'aime bien regarder aujourd'hui sur Twitch. D'accord. Il y en a d'autres qui vont émerger, parce qu'il n'y a rien de tel que de créer ses propres KPI. Est-ce qu'il y a cette notion de dire... Enfin, je pose la question et je connais un peu la réponse, mais tu parles de Domingo, tu parles de ces grosses locomotives-là qui amènent à en donner beaucoup de trafic. Est-ce qu'il y a un effet de ruissellement, comme on dit en Macronie? On fait ruisseler vers le... Le ruissellement n'a jamais existé, mais sur Twitch, c'est pareil. En fait, aujourd'hui, tu as moins d'1% qui fait vraiment partie de ce top 20, 100, 200, même pour être très très large. L'écrasante majorité, je peux retrouver les chiffres si vous me laissez 5 minutes après, mais l'écrasante majorité des streamers sur Twitch ont moins de 5 viewers.
Ok. Donc, il n'y a pas vraiment de ruissellement parce qu'il y a quand même un entre-soi. C'est-à-dire que les gros streamers font des collabs ensemble sans arrêt, etc. Ouais, fit Après, and ça fun. s'explique, hein, ils se connaissent depuis plus de 10-15 ans, certains. Donc, c'est humain, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on appelle les gens qu'on aime bien, etc. Mais ce ruissellement, non, il n'y est pas. Il y est peut-être parce qu'ils amènent des gens sur la plateforme qui sont curieux et donc qui sont arrivés par le biais de tel streamer et qui après vont se balader, vont peut-être découvrir d'autres choses. Mais on reste quand même ce top 200 de Twitch cannibalise quand même énormément de l'audience. Et au prorata des producteurs de contenu et de ceux qui ne se font que regarder, Ouais. on a une idée aussi. On est de l'ordre de Wikipédia, c'est 95 ou 97% de gens qui ne font que consommer les contenus, qui n'en écrivent jamais. Mais par contre, ceux qui sont actifs sont hyper actifs. J'ai pas de chiffres, mais on doit être dans cette tendance-là. Il y a beaucoup de... En fait, tous les streamers sont des viewers. C'est ce que je dis aussi souvent quand je donne des formations. C'est, vous voulez aller sur Twitch, enfin, commencez déjà en tant que viewer, en fait. Baladez-vous, passez sur des chaînes, etc. Je pense que ça a pas mal augmenté. J'avais vu des chiffres pour 2021. Le nombre de streamers avait un peu explosé aussi parce que la techno est de plus en plus accessible et que c'est super facile en fait aujourd'hui de faire un stream potable, on va dire. Mais je pense que de manière générale, on est quand même dans ce que tu donnais comme exemple de Wikipédia. La majorité qui regarde plutôt qui stream. Okay. Ça veut dire aussi que il y a beaucoup de gens qui sont... Alors, c'est pas passif, puisqu'on peut interagir, on l'a vu, on l'a expliqué tout à l'heure, mais on reste quand même dans une dimension... On parlait hier soir du fait que la télé continuait à être le meilleur endroit pour regarder de la vidéo. Aujourd'hui, on se fout pas mal de savoir quel câble rentre dans la télé, mais est-ce que ça aurait du sens à en donner? Peut-être que ça m'intéresse d'ailleurs. Comment vous regardez ce stream d'ailleurs? Est-ce que vous le regardez sur votre téléphone? Est-ce que vous le regardez sur votre ordi? Est-ce que vous le regardez sur votre télé? Parce que c'est tout à fait possible. On rentre Twitch, il y a des gens qui sont complètement cordless. Moi, je le regardais via ma PlayStation pendant des années. Hein. Ouais. Okay. Donc sur ma télé, quoi, en fait. Et ma PlayStation, pendant des mois, n'a servi qu'à ça, à lancer Twitch. Ouais, clairement. Donc c'est aussi des nouvelles habitudes qui arrivent. Si on doit se projeter, et je ne sais pas si vous avez des questions sur ordinateur, ok. Ouais, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a sur le téléphone, ça reste quand même une expérience utilisateur qui est pas incroyable. Non. C'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue. Mais après, c'est pas du tout. Moi, je fais les quiz de Mathéo sur mon téléphone parce que j'essaie de ne pas de monopoliser la télévision le soir. Ordinateur aussi. Si on doit se projeter un peu, mais notamment pour les étudiants qui sont avec nous là, comment est-ce que vous percevez les 3-4 années à venir? On va pas aller beaucoup plus loin parce qu'on n'a pas de boule de cristal et on va pas faire de la prospection à 2 balles. Projection à 2 balles, prospection à 2 balles. Ils sont à un an et demi de se retrouver sur le marché de l'emploi. Comment vous percevez les opportunités / les risques pour eux dans ce monde du travail, de votre point de vue, chacun à tous les deux? C'est un monde au sens large qui évolue très 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 vite. Donc un conseil que je donne toujours aux étudiants, c'est de rester à l'affût en fait. En fait, c'est bien ceux qui sont inscrits sur Twitch aujourd'hui, c'est bien, mais en fait, il y a des mois qu'il fallait le faire. Mais non, mais c'est vrai, il faut essayer d'avoir, tu vois, cette curiosité quasi quotidienne, d'essayer de suivre un peu ce qui se passe. Alors c'est très chronophage aussi, mais je pense que d'un point de vue professionnel, si vous voulez travailler dans ce genre de métier, c'est hyper important de toujours au moins dans le train, alors peut-être pas la locomotive, peut-être le 2e, 3e wagon, mais il faut pas rater le train quoi, sans arrêt, parce que sinon tu es très très vite dépassé, et puis il y en a d'autres qui dépassent, et voilà. Toi François? Il y a ce côté-là, et puis d'un autre côté, moi qui ai plus des clients de type corpo et ce genre de choses, je pense que ce qui permet de faire la force aussi, c'est effectivement d'être à jour, mais faire preuve d'adaptabilité, je vais y arriver, parce qu'on a face à nous des gens qui parlent pas toujours le même langage ou qui n'ont pas du tout perçu que le train avait bougé, et donc qui vont être à plutôt freiner des cas de fer quand on va leur proposer des choses qui vont leur paraître beaucoup trop novatrices. Et donc en fait l'idée c'est de pouvoir faire un entre-deux, c'est d'expliquer les choses en disant expliquer clairement quels seraient les avantages de faire ça, ne pas s'arrêter à ça et essayer de se fondre aussi avec le client pour trouver un compromis qui permette de faire quelque chose qui est quand même chouette, mais qui sera peut-être pas à la hauteur de ce que nous on aurait fait et qu'on pense qui est bien parce que putain c'est le dernier train, il faut le prendre. Et donc c'est vraiment la communication, c'est être capable de s'adapter à des gens qui n'ont peut-être pas envie d'entendre la meilleure solution. Vous venez avec la meilleure solution, mais ils l'entendront pas.
Et il faut à un moment donné jouer avec ça. Ça sert à rien d'essayer de forcer, de mettre une clé dans une serrure qui rentre pas. Il faut trouver là-dedans. Donc ça sert à rien de vouloir être absolument dans le train de la hype. En fait, le problème, C'est c'est pas que... une question de hype, c'est Ouais. juste de savoir que tel train est parti. Ouais. Il était composé plus ou moins comme ça. Ok, je suis pas dedans, je suis pas un expert, mais je sais de quoi ça parle. Mhm. Je pense que ça c'est important. Mais en termes, live. par exemple, John encore plus que moi connaît vraiment les derniers trucs qui fonctionnent. Donc l'efficacité elle est là. Le truc c'est que tu fais face à des gens qui n'ont peut-être pas envie d'entendre tout à fait ça et qui sont pas prêts parce que quelque part tu leur demandes de changer quand même énormément de choses puisque ça évolue très vite. Donc il y a moyen d'être peut-être un peu moins efficace, mais tout en étant quand même efficace. Et le but, c'est de trouver ce compromis. Et je pense que comme on est encore dans une transition qui est très, 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 très importante, on n'est pas encore du tout... on est en train de basculer, mais on n'a pas du tout basculé complètement. Mhm. Moi, si je dois donner un conseil aux étudiants aujourd'hui, c'est de travailler cette capacité d'adaptation-là, de ne pas faire preuve d'arrogance en disant non, mais moi je sais exactement, on va faire ça parce que vous vous gourrez, parce qu'ils vont aller dans le mur. Les clients vont dire c'est pas grave, on va prendre quelqu'un d'autre parce qu'on se comprend pas, quoi. Donc c'est rester par rapport à ça, se dire ok, je connais les dernières choses, mais je suis capable encore. Quel serait le meilleur compromis? D'accord. Vos sources d'inspiration aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous inspirez? C'est quoi vos lectures? S'il y a un ou deux conseils de lecture, de podcast, de newsletter, de chaîne à suivre. Aujourd'hui, je vous prends à froid, les gars. Ouais, c'est Bah, je vais commencer par moi. Moi, il y a une newsletter, c'est celle de Marie Doll que je trouve absolument fantastique. Elle déniche des pépites en termes d'usage, en termes de voilà. Elle a une newsletter sur Substack qui s'appelle In Bed with Tech. Je vous recommande vraiment le fait d'aller vous abonner à cette newsletter là. C'est un travail fantastique qu'elle fait. Moi, déjà, c'est pas forcément une lecture, mais moi j'invite tous les étudiants à aller voir le Kick Festival à Namur, qui est absolument fou en termes d'inspiration de tout ce qui est création, innovation digitale, et y compris sur la com, parce qu'il y a des trucs absolument fantastiques qui sont là avec des monstres, des mecs qui sont justement dans le train de la hype, mais de ouf, et qui expliquent ça, et on sort de là avec des idées mais novatrices de communication. On se dit mais putain, mais c'est ça en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'est clair que ce festival-là est un festival à faire. Et c'est près de chez nous. Et c'est près de chez nous. Ça vaut vraiment le coup. Ouais. Donc voilà, là clairement, en fait, en sortant de ces conférences-là, on a déjà toute une série d'outils et d'inspirations qui viennent. Et des contacts aussi, parce qu'il est très facile de suivre ces mecs qui sont ces hommes et ces femmes qui sont extrêmement inspirants. Et au jour le jour, pour quelqu'un qui est dans la com et qui veut suivre les tendances, c'est là-bas qu'il faut aller. Ok. John? Moi, je suis pas très podcast ni newsletter. Non, c'est vrai. Mais je suis full Twitch. Okay. Je pourrais vous recommander plein de chaînes, mais ça dépend vraiment des goûts, etc. de chacun. Mais Twitch, les Discord, etc. J'apprends pas mal de choses là-dessus. Notamment, on n'en a pas parlé, mais je sais qu'on en parlera plus tard cette semaine. Tout ce qui est metaverse, crypto, blockchain, etc. Il y a plein de chaînes là-dessus. Sinon, un bouquin que je conseille toujours, c'est un peu mon fétiche, c'est Le Héros aux mille et un visages de Campbell. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Du tout. C'est incroyable. Il analyse, il décortique de manière anthropologique les points communs entre les différents contes, légendes, religions, etc. du monde entier, et ce depuis qu'on crée des histoires en fait. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'après ça donne une grille de lecture quand on regarde le cinéma, etc. Parce que il se passe toujours les mêmes choses au même moment, etc. etc. Donc en termes de storytelling, en tout cas, c'est assez intéressant à lire pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Voilà. Top. Est-ce qu'il y a encore des questions pour nos invités? N'hésitez pas dans le chat, les étudiants, et puis ceux qui ne sont pas non plus. C'était le but, c'était de donner la possibilité de se croiser, de croiser les expériences. Sinon, on va se retrouver dans le Discord avec les autres étudiants de l'IEX. Merci déjà à vous deux d'avoir participé à ce live-ci. On en aura d'autres tout au long de la semaine. Il y en aura encore un cet après-midi. Et puis encore demain et jusque jeudi soir. Voilà. Star Wars, de Matrix, aujourd'hui, tous les films sont basés. Il y a toute une série
d'inspiration de science-fiction, notamment, qui sont effectivement joués beaucoup là-dessus. Merci Raph pour ces infos-là. Donc voilà, pour les étudiants de l'IEX, on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes dans Discord. Vous avez une session de spotting d'innovation qui va démarrer pour clôturer la matinée ici. Si vous avez encore des questions, évidemment, le replay sera disponible. À quand la politisation de Twitch? Ah bah voilà. C'est en marche. C'est en marche, c'est On sûr. est Usul et en tout plein ça, dedans, ils sont déjà dessus. on aura Surtout que l'occasion. c'est pas compté par le CSA. Non. Pas encore. Ça va arriver, hein. Mais il y a des chances qu'à un moment donné, toutes ces minutes-là vont Mais rentrer. lui y est aussi maintenant. Bah, bien sûr, il fait très longtemps et il fait ça très bien. Il fait ça très bien. Très bien. Ouais, et puis il y a toute une série de politiques qui commencent à avoir leur propre chaîne. Pour le Magnette, C'est- en c'est comme ça, Belgique. il paraît, ouais. Tout à fait. Notamment. Je me demande. Oui, et puis on pourra parler de TikTok à d'autres moments aussi. Histoire de les confronter à l'expérience Twitch jusqu'au bout. sortez les bazookas. Merci à tous ceux dans le chat d'avoir été là aussi aujourd'hui, d'avoir posé toutes vos questions. Le replay sera disponible évidemment dans la foulée. On le mettra. Merci Émilie. On le mettra évidemment sur YouTube. Et puis voilà, on aura l'occasion de s'en reparler. Où est-ce qu'on va aller raider? Est-ce que Samuel Etienne est toujours en direct ou pas? Mhm. Il est toujours en direct? Bon, on va aller faire un tour chez Samuel Etienne. Hop. N'hésitez pas à regarder dans l'agenda les heures des prochains lives. Il y en a un cet après-midi, il y en aura encore un demain après-midi, jeudi matin et jeudi après-midi. Voilà, merci à tous et bon après-midi.